Avant d'accueillir le président de la Maison des Guides de Valorcine, Philippe Bidot, Meige et Mehdi, on écoute le récit de la première ascension du Buet, extrait du document « La vie quotidienne à Valorcine au XVIIIe siècle ». C'est parti. Le 14 juillet 1775, 4 chamoniards, que tentait la prime offerte par Saussure à qui gravirait le Mont Blanc, tentèrent, sans succès d'ailleurs, l'ascension de celui-ci par la montagne de la Côte. L'un d'eux, Coutran, en fit le récit à Bourrit. En montant, dit-il, ils voyaient les aiguilles rouges s'abaisser derrière eux, à l'exception d'une sommité de glace qui, bien loin de s'incliner comme les autres, semblait profiter de leur abaissement pour se montrer avec plus d'éclat et de grandeur. C'était le Buet, dont, en guide des grandes glacières, ils ignoraient tout. Il fallut attendre 1776 pour que le grand sommet de Valorcine entrât dans l'histoire de l'alpinisme. Déjà en 1765 et 1770, les frères Deluc avaient tenté son ascension par Sixte et le Grenéron pour y faire des observations scientifiques. 3 fois ils échouèrent avant de réussir, en 1770, leur 4e tentative. L'enthousiasme saisit Jean-André Deluc devant la vue qu'il eut depuis le sommet du Buet, et il le traduisit avec lyrisme. « Voyez-vous cette cime blanche qui s'élève au-dessus de ces montagnes ? C'est le glacier du Buet. C'est l'observatoire des prodiges. Que n'ai-je un char volant pour vous y transporter ?» Le récit de Deluc intéressa Bourrit, le chantre de Genève possédé par l'amour des montagnes. Ce Buet le tentait, mais il voulait le gravir par une route à lui, moins longue, moins dangereuse, plus proche de Chamonix et des touristes qui commençaient à y affluer. Il ne pouvait compter sur les guides chamoniards. Le nom de Buet leur était inconnu, comme il l'était également, à sa grande surprise, des habitants de Valorcine, d'où, d'ailleurs, il ne retrouvait pas la majestueuse silhouette blanche de son cher sommet. Enfin, écrit-il, un chasseur de cette dernière vallée vint à penser que la sommité de glace nommée chez eux la Mortine pouvait bien être le Buet, et il m'offrit de m'y conduire. C'est donc, avec une caravane de 10 personnes, 7 guides, le fils de son hôtesse chamoniarde et son propre fils, que Bourrit va coucher à la Coutray. Ils en partent à 2h du matin sous la conduite d'un chasseur, précédés d'un flambeau pour éclairer leurs pas. Nous marchâmes avec courage par la gorge dite le Bérard en remontant le torrent qui en porte le nom. Elle est sauvage, surtout dans le haut, ce qui ne la prive pas de verdure, de pâturage, quoiqu'il soit avoisiné de débris de montagne. Nous en prîmes le rapide chemin et sur les 8 heures, nous atteignîmes les neiges qui couvrent le bas du glacier que nous allions gravir. On en voyait le sommet bien loin encore, mais son aspect imposant ne nous laissa plus de doute que ce ne fût le glacier du Buet. Cette certitude nous donna du courage, le ciel était beau, et nous eûmes la vue des aiguilles rouges et celle de leur joli glacier. Enfin, nous arrivâmes sur un plateau d'où nous eûmes l'inexprimable satisfaction de découvrir la plaine du Valais et les montagnes, telles que M. Deluc les avait décrites. Nous ne pouvions donc plus être trompés sur la route que nous devions tenir. Les pentes en étaient rapides, mais nous espérions atteindre sur l'heure de midi le sommet du glacier. Nous fîmes une halte pour nous donner des forces, et tandis que nous nous reposions, nous fûmes surpris de voir notre sommet se couvrir de nuages, et un vent terrible les agiter. Ce sommet, si beau, si pur, il n'y avait qu'un moment, n'était plus que le foyer d'une horrible tempête. Ces neiges, soulevées par la force du vent, descendaient jusqu'à nous, et avec elles les frimas de l'hiver. Nous n'y pouvions résister, et le chagrin allait s'emparer de nous lorsque nous vîmes le ciel s'éclaircir, le vent s'apaiser, et les nues marcher ailleurs. Nous reprîmes courage, mais bientôt nous n'aperçûmes plus notre sommité, que les nues avaient recouverte de nouveau. Éparses çà et là, nous nous rejoignîmes, et un plateau de neige fut notre refuge. Voyant notre sommité toujours dans l'ombre, nous prîmes la résolution d'y renoncer. Voilà donc Bourrit et son escorte redescendant à Valorcine et à Chamonix, puis en route pour Genève où il veut rédiger le récit de la première tentative d'ascension touristique du Buet par Valorcine. Mais le temps redevint beau et, à Sallanches, Bourrit fait demi-tour, revient à Valorcine et remonte le Bérard. 2 guides le précèdent d'assez loin. Il les regarde marcher d'un pas assuré au milieu de ce vaste champ de glace qui semble aboutir aux cieux. Il les entend s'écrier au sommet « Ah Dieu, que le monde est grand !» et se hâte de les rejoindre.
Il décrit alors avec admiration le vaste panorama d'une façon à la fois exacte et entortillée d'un galimatia à la mode de l'époque. Le tout est suivi de considérations pratiques. C'était beaucoup d'être resté 2 heures sur un sommet élevé de 1578 toises au-dessus de la mer, et nous étions satisfaits d'y être parvenus par une route facile et sans danger. Il était à croire que cette route attirerait au Buet Monsieur de Saussure. Saussure y vint en effet, et parle, lui, du panorama en termes sobres. Ces immenses et antiques rochers, noircis par les eaux qui distillent sur leurs flancs et entrecoupés de neige et de glace resplendissantes, vus par un beau jour au travers de l'air transparent de ces hautes régions, présentent le plus grand spectacle qu'il soit possible d'imaginer. La vue que l'on a du haut de l'Etna est sans doute plus étendue et plus riante, mais celle de la chaîne des Alpes que l'on découvre de la cime du Buet est peut-être plus étonnante. Elle excite dans l'âme une émotion plus profonde et donne plus à penser aux philosophes. Voici Bourrit heureux. Sa montagne du Buet est sortie du néant. Sa voie d'ascension est désormais consacrée par l'autorité de Saussure. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va? Merci de nous rejoindre ici à l'Ours Bleu pour évoquer avec nous la maison des guides de Valorcine. Vous êtes accompagné de Mehdi et Mej. Bonjour. Bonjour. Et cette maison des guides de Valorcine, vous en êtes le président fondateur, c'est ça? Président fondateur en 1989. Ok. Ouais. Alors vous nous racontez l'histoire de sa création? Pourquoi vous avez voulu créer cette maison des guides en 89? Il y a combien maintenant? 30 ans? Plus de 30 ans? Un peu plus, ouais. En fait, on était une petite bande de guides qui avaient envie de bosser à Valorcine. On se plaisait bien ici. Il n'y avait pas de bureau des guides, il n'y avait pas de... rien n'existait. Et à un moment, on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on se réunisse. Enfin, en fait, on travaillait tous de notre côté. On s'est dit, il faut qu'on se réunisse dans un premier temps auprès de l'Office du tourisme, qui a largement œuvré dans la création de la maison des guides. Et puis jusqu'au moment où on a décidé de créer une maison des guides. Et vous étiez combien donc au moment de cette création? On devait être 4 ou 5 petits bureaux. D'accord, Ouais. petit bureau et tous guides? On a tous guides, ouais, à part moi. Ah, vous n'êtes pas guide vous? Bah si. Il était stagiaire. J'étais aspirant guide. D'accord. En fait, j'étais aspirant guide, j'étais directeur de l'école de ski. Ils m'ont dit, toi, tu sais déjà faire, prends donc la direction de la maison des guides. Ouais, parce que c'est une logistique, j'imagine, hein, pour c'est organiser tout ça. C'est un tout petit bureau, donc nous, il n'y avait pas de souci de distribution de travail, on se partageait le travail. Et puis, tout se passe bien, comme aujourd'hui, d'ailleurs, tout se passe toujours bien. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est toujours à peu près dans les mêmes effectifs, 3, 4, 5 guides, ça dépend des saisons. De toute façon, on travaille avec... on a quand même le pater qui est à côté, la vallée de l'à côté, la compagnie des guides. On travaille en collaboration avec eux, on les tolère un petit peu de venir chez nous. Et puis, en revanche, on travaille bien avec eux. Mais vous faites des incursions quand même dans la vallée de Chamonix. Vous allez... vous ne travaillez pas uniquement sur Valorcine. Le travail nous permet de travailler même au-delà, sur la j'imagine. planète entière. Donc, moi, je vous invite, je vous propose un séjour sur la Lune. Allez, vous avez... moi, j'ai manque pas le le mal de budget. l'air. C'est parti. Les Ok. cratères de la Lune. Allez, c'est parti. Ouais, ça va être sympa. Ouais, Bon, on va mettre un petit peu de côté quelques années, puis on verra. ouais. Et sinon, pour revenir ici à Valorcine, vous n'avez pas une petite histoire, une petite anecdote à nous raconter de votre métier de guide quelque chose qui s'est bien passé ou mal passé, ou qui était chouette, ou une aventure, Ouais, ou une amitié. Chaque sortie est une aventure. Chaque moment d'encordement est une amitié aussi.
Après, elles sont plus ou moins profondes, quoi. Mais l'esprit de, tout d'abord, partager notre liberté de la montagne, ça c'est la première chose, et qu'on défend avec beaucoup d'intérêt. Partager la solidarité, l'accorder, c'est tout ça. Et votre plus belle course à Valo, c'est quoi? Le buet. Allez. Et vous avez ressenti les mêmes émotions que Saussure ou Bourrite Oui, et puis même si je l'ai fait 100 fois, c'est toujours différent. C'est toujours une grande émotion d'arriver en haut. Ok. Et sinon, alors j'ai vu que vous organisiez quand même pas mal d'événements. Vous êtes impliqué dans la vie du village? Alors, bon, déjà de base, on anime un peu toutes les activités d'été. On peut pallier à toute la diversité qu'offre la montagne en été, de l'escalade, de la randonnée, le parapente. On a des spécialistes dans toutes les disciplines. Pareil que l'hiver d'ailleurs, on s'aligne sur toutes les activités qu'on peut produire. Et moi, je voulais qu'on parle de votre fête du 14 juillet. Ah, notre fête du 14 juillet. Alors nous, on reste républicains. Et on anime la fête du... En fait, il s'est passé qu'on faisait le feu d'artifice du 14 juillet. La maison des guides, au départ, tirait le feu d'artifice du 14 juillet. Et on en a décrété que c'était notre fête des guides. Ok. Donc voilà. Super. Et Philippe, vous êtes accompagné de Meige, qui est la secrétaire de la Maison des Guides. Et elle va pouvoir nous parler des propositions de la Maison des Guides. Alors, qu'est-ce que tu vends, Meige, ici Donc, les différentes activités. Donc, nous, on propose un peu comme dans tous les bureaux, donc de l'escalade sur la falaise de Valorcine, au perfectionnement en grande voie, donc sur l'ensemble du massif des Aiguilles Rouges ou du Mont Blanc. Ensuite, de la Via Ferrata, donc soit à la Flégère maintenant, ou Passy, où on se déplace aussi à Saillon en Suisse. Voilà. Donc escalade, Via Ferrata, du parapente avec Mehdi qui est là aussi. Qui va nous en parler tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Du parapente et puis de l'alpinisme, donc de l'initiation, de la randonnée glaciaire au premier sommet, au plus grand sommet derrière, voilà. Que Mehdi pourra vous parler après aussi, voilà. Qui est aussi le spécialiste alpiniste. Et tu nous as parlé du canyoning. Et donc essentiellement c'était ça le canyoning à Valorcine, qui est donc comme tu disais le seul endroit dans la vallée où on peut pratiquer le canyoning. Donc voilà, nous on le propose tous les jours, dès que c'est disponible en collectif. On a d'ailleurs une petite famille juste là qui y va demain. On travaille beaucoup avec la résidence aussi, tout en collaboration avec. Et c'est où alors donc c'est dans le torrent de Barberine. Ça s'appelle des voies de canyoning? Comment ça s'appelle Non, c'est du canyoning. Descente de rivière, voilà. Donc nous, ça se situe dans le torrent de Barberine, donc qui est situé sous le barrage des Mossons, voilà, qui assure globalement un débit d'eau un peu quotidien, qui fait que en cette période là où je sais qu'il y a eu beaucoup de régions, ils n'ont pas pu forcément faire du canyoning. Nous, on n'a pas eu du tout ce problème-là cet été. Il y a toujours eu de donc, l'eau. Voilà, il y a toujours eu de l'eau, tout à fait. Et puis voilà. Ok, chouette. Et vous avez fait une belle saison? Oui, on a fait une belle saison, un beau mois de juillet et puis un beau mois d'août derrière, qui se finit tranquillement maintenant, voilà. Ouais, puis il y a eu quand même le beau temps, donc ce qui permet toutes ces activités oui, on a plein pu faire un bon été en termes de collectif escalade avec tous les enfants, ils ont bien pu grimper, on a fait bien des groupes. Mehdi est bien parti en montagne, il pourra vous en parler, il a réussi à bien se débrouiller avec les conditions difficiles. Et puis ça a bien volé aussi, il y avait des bonnes conditions de Et les collectifs escalade avec les enfants dont tu parlais, ils sont destinés aux touristes ou aux enfants? Alors c'est ouvert à tout le monde, on a des enfants du coin qui y vont, on a pas mal de résidents secondaires et puis qui sont complétés un peu avec les enfants qui viennent en vacances, les familles qui viennent dans les résidences. Voilà, on arrive globalement à faire
toujours plusieurs séances par semaine. Donc voilà, ça reste toujours très familial hein, dans la démarche. On a un petit bureau, donc c'est des petits groupes, voilà. C'est toi qui fais les plannings ? Voilà, tout à fait. Et puis on peut voir justement les enfants grandir et revenir au fur et à mesure des années. Et puis avec l'objectif de finir en montagne avec Avec Mehdi. Avec Mehdi.